Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment bien apprendre à lire à nos enfants alors que certaines méthodes sont critiquées et que les derniers chiffres sur le niveau de lecture de nos enfants est catastrophique? Eh bien, comment donner le goût de la lecture à nos enfants? On en parle aujourd'hui, c'est notre question du jour. Lutter contre le stress par la sophrologie, c'est ce que propose le docteur Gilles Payet au collège de Saint-Maur-des-Fossés dans le 92. Il nous explique tout en deuxième partie d'émission. Enfin, dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Mickaël Dorian vous proposera un décryptage d'une des actus les plus commentées sur les réseaux, le retour des maths dans le tronc commun au lycée. Mickaël qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors de nombreux lycées professionnels fermés ce jeudi, les enseignants de ces établissements étaient en grève. Des manifestations organisées dans plusieurs villes de France pour exiger le retrait d'un projet de loi voulu par Emmanuel Macron, une réforme qui vise notamment à augmenter le temps prévu de stage d'au moins 50% et à réduire les heures d'enseignement général. Un appel lancé par 8 organisations dont les principaux syndicats du secteur. Une première journée de mobilisation suivie par de nombreux enseignants de la voie pro avait eu lieu le 18 octobre. Une réforme qui menace aussi certaines formations au profit d'autres formations plus adaptées au marché de l'emploi. Et alors faut-il y voir un lien? Mais à Paris, 6 lycées professionnels pourraient fermer leurs portes dès la rentrée prochaine. Une tentative selon certains enseignants de préparer le terrain pour une réforme encore en chantier. De son côté, la région Île-de-France se défend et assure que ces établissements ferment car les locaux sont trop vétustes et accueillent trop peu d'élèves. Ils seront tout de même 800 à devoir être replacés si ces fermetures se confirment. Face à l'incompréhension, enseignants, élèves et parents se sont rassemblés mercredi devant le rectorat de Paris. En Seine-Maritime, la cantine d'une école maternelle contrainte d'adapter son menu pour faire face à l'inflation. Oui, pour faire des économies et éviter l'augmentation du prix de la cantine, la commune de Caudebec-les-Elbeuf a décidé de réduire le menu proposé aux élèves. Terminé la formule entrée-plat-dessert, la cantine propose désormais en fonction des jours soit une entrée, soit un dessert. Une mesure prise également dans d'autres communes du département qui devrait éviter une hausse du prix du repas d'environ 7%. Dans le reste de l'actualité, l'Éducation nationale demande aux établissements scolaires de ne plus utiliser Microsoft Office 365. Stopper tout déploiement ou extension de Microsoft Office 365, la version cloud de la célèbre suite bureautique. C'est la consigne lancée par le ministère, consigne qui ne fait que rappeler les règles qui s'appliquent aux services publics concernant l'utilisation de services américains de stockage en ligne dans le cadre du règlement européen sur la protection des données personnelles. Une demande similaire a également été faite concernant les produits Google. Et puis à Montpellier, la préfecture demande la fermeture de 2 écoles coraniques. 2 écoles accusées de dispenser sans autorisation des cours d'apprentissage religieux à des dizaines d'enfants. Elles ont été découvertes lors d'un contrôle administratif inopiné organisé mercredi dans le quartier de Tournézy, dans le sud de la ville. La ville qui s'apprête, selon la mairie, à valider la décision prise par la préfecture de l'Hérault. Merci Mickaël. Alors comment donner le goût de lire à nos enfants? On en parle tout de suite, c'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Delphine Solière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des publications à Bayard Jeunesse. Et face à vous, je suis ravie d'accueillir également Nathanaël Mion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directeur scientifique de Vers le Haut, un think tank dédié effectivement aux jeunes et à l'éducation. Vous avez récemment publié une étude sur la lecture que j'ai dans les mains. Alors déjà, pourquoi avoir lancé cette étude justement sur la lecture ? On sait qu'il y a eu beaucoup d'alertes lancées depuis des années maintenant, même plus de 20 ans, 30 ans, sur les problèmes effectivement des petits Français qu'ils rencontraient à l'école face à la lecture, et pas que la lecture d'ailleurs, l'écriture aussi, et aux maths. Mais pourquoi cette étude en particulier et cette année ? Alors c'est une question qu'on s'est posée, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'études qui existent déjà sur la lecture. D'abord parce que l'éducation nationale et puis les études internationales de l'OCDE, PISA, etc. nous alertent depuis des années sur le niveau de lecture des Français, des enfants. Il y a aussi un enjeu autour de l'illettrisme qui monte beaucoup dans les dernières années. Et par ailleurs, il y a des grandes études qui sont menées sur les habitudes de consommation, les ventes de livres. Le syndicat national de l'édition publie un certain nombre de données. Donc on s'est interrogé sur l'opportunité d'écrire sur la lecture. Mais par ailleurs, quand on travaille sur l'éducation et la jeunesse, comme on le fait chez Vers le Haut,
on rencontre en permanence la question de la lecture. Récemment, il y a 1 an, on avait publié une étude sur les pratiques artistiques et culturelles, l'éducation artistique et culturelle, et on était face à ce continent de la lecture, et on s'était dit non, on doit l'aborder de manière spécifique, on va en parler plus tard. Et cette année, il y a eu la lecture grande cause nationale, donc un effort un peu collectif autour de la lecture, et on s'est dit c'est l'occasion, allons voir la lecture, mais abordons-le d'une manière un peu différente. D'où l'idée d'aborder la lecture par le biais de la relation. Le titre de ce rapport, c'est la lecture b.a.-ba de la relation. Et donc voilà, on s'est dit, lançons-nous autour de cet enjeu de la relation dans la lecture. Alors vous qui êtes directrice justement des publications à Bayard Jeunesse, je vois J'aime lire là qui a bercé toute mon enfance, et celle de mon fils encore aujourd'hui, et plein d'autres succès, on en parlait juste avant, Anatole Latuile ou plein d'autres, dites-moi les grands Ariol. succès. Ariol évidemment, voilà, et plein d'autres. Justement, qu'est-ce qui fait qu'on peut se pencher précisément sur la relation, car quand on a 3-4 ans et qu'on démarre effectivement l'école, c'est là aussi où on commence les premiers mots, la première lecture, et même jusqu'à 15, 16, 18 ans, et même encore aujourd'hui, pour des adultes bien plus âgés. Qu'est-ce qui fait que tout se joue sur la relation, justement, entre le livre, la page, le mot et l'enfant, et surtout la pédagogie de l'enseignant vis-à-vis du lecteur? En fait, ce qui est très intéressant de notre point de vue de magazine, donc de journaliste, donc de médiateur, c'est que nous sommes depuis plus de 45 ans, voire 50 et quelques pour Pomme d'Api, à regarder sous le microscope la relation entre le parent et l'enfant. Parce qu'en fait, le premier magazine qui a été créé dans le groupe Bayard, époque moderne, s'appelle Pomme d'Api. Et Pomme d'Api, ça a été créé pour des enfants qui ne savaient pas lire. Donc on s'adressait autant aux parents qui allaient lire qu'à l'enfant. Donc en fait, on a construit notre relation de médiation sous le prisme de cette relation. Donc c'est vrai que c'est ce que nous cherchons à étalonner en permanence depuis autant d'années. Et dans des magazines comme J'aime lire, qui sont un petit peu hybrides, parce qu'on a à la fois un vrai magazine culturel d'initiation au monde de la lecture et au monde des livres et de la culture, mais on propose aussi une fiction qui est un peu le socle du J'aime lire. Donc on a un petit côté édition, si vous voulez, un côté magazine. Donc on peut vraiment étalonner ces deux choses. Et on s'est rendu compte, et en discutant avec Nathanaël Mion, puisque Bayard soutient vers le haut, donc on s'est parlé de nombreuses fois au cours de cette année sur ce sujet, qu'effectivement, on ne devient pas un lecteur tout seul. On devient un lecteur parce que il y a un passeur qui va nous passer la lecture. Alors justement, c'est intéressant parce que quand on parle de Pomme d'Api, justement, une des premières publications chez Bayard, effectivement, c'est destiné aux parents. Donc, lorsqu'on est celui qui va éditer, qui va écrire, justement, on s'adresse aux parents, mais en même temps, on s'adresse aux enfants. Comment on fait pour... Et c'était à l'époque, c'est il y a combien de temps, donc 30 ans? Pomme d'Api, non, est née en 67. Ah, pardon, 67. Donc, c'est vraiment ancien. 50 voilà, et quelques. 50 et quelques. 53. Ouais. Donc, en fait, comment on fait, même 54, comment on fait pour se dire, à un moment, on va aller vers des sujets qui forcément intéressent les enfants, sur lesquels on va les faire sourire, on va leur permettre l'éveil, et en même temps, on ne va pas froisser les parents et on va rester effectivement dans leur logique d'éducation, celle qu'ils ont un peu pour leurs enfants. Nathanaël? Alors, du côté édition, du côté création, je suis moins légitime pour en parler. Mais c'est vrai que dans le cadre de cette étude, on a interrogé, on a parlé à un grand nombre d'éducateurs et puis aussi d'éditeurs, d'écrivains, etc. Et ce qui est vrai, c'est que le livre a cet aspect de médiation même physique. C'est-à-dire que quand on est autour d'un livre, il y a l'objet, il y a le parent, il y a l'enfant. Et donc chacun est en lien avec le livre et chacun est en lien avec l'autre. Et donc à la fois ça unit et ça sépare. C'était une responsable associative qui disait ça, je trouve ça très beau. Et ça incarne un peu à la fois le lien entre le parent et l'enfant et puis la liberté qui va être donnée à l'enfant d'entrer en lien dans la lecture avec le livre. Et après dans la création, en fait il y a des milliers d'offres qui existent, des livres bien avant 3 ans, même les albums qui existent pour les tout petits, qui ne parlent pas encore, qui voient à peine, qui voient s'ouvrir le monde à eux. Et on a de la chance en France, Delphine, je pense, pourra le confirmer, d'avoir une offre éditoriale complètement incroyable dès les tout premiers temps de l'enfant et qui permet d'entrer par la lecture y compris sans parole,
en relation et nourrir la relation. Alors cette lecture-là, je l'imagine très bien parce qu'on parle de petits mots sympas pour pouvoir comprendre ce qu'est effectivement la nuit, le jour, le lapin, la maison, tout ce qui peut décoder et qu'on voit pour les tout petits. Mais c'est vrai que cette lecture dont on parlait à l'instant, effectivement, pour Pomme d'Api outre, qui s'adresse donc à la fois aux parents et aux enfants, on sait bien que c'est pas la même chose. Par exemple, Anatole Latuile, dont on parlait, ou Ariel, ça pourrait peut-être un peu choquer ou un peu étonner certains parents en se disant mais comment vous osez aller jusque-là? Ce gap, il n'est pas évident. C'est une ligne de funambule sur laquelle nous marchons tous les jours, parce qu'effectivement, on peut toujours se planter et tomber. Donc, un de nos sujets, c'est d'observer beaucoup, de rencontrer énormément d'enfants. Nous, vraiment, notre creuset, ce sont les enfants que nous rencontrons parfois toutes les semaines, mais en tout cas tous les mois, c'est certain. Et on va, par exemple, participer à des ateliers de lecture parents-enfants pour étalonner ça. Après, on est aussi des journalistes, donc on est aussi dans l'air du temps. On voit les sujets qui sont les sujets qui font réagir les parents, qui les font vibrer. Et puis, est-ce que nous souhaitons apporter? Quelle petite pierre à l'édifice nous voulons apporter? Nous écoutons aussi beaucoup nos lecteurs et nos parents lecteurs. Donc, nous faisons, si vous voulez, une mayonnaise de tout cela pour proposer des numéros qui soient adaptés. Parfois, effectivement, on va un petit peu trop loin. Les choses, au fil du temps, ont beaucoup changé. J'ai jamais senti trop loin, mais en tout cas, je me pose la question d'interrogation. Ça pourrait, par exemple, dans les bandes dessinées, on a eu à l'époque, Tom et Nana a fait beaucoup réagir au moment de sa création des années 70 parce que c'était du langage oral et beaucoup de personnes, et ça arrive encore un tout petit peu aujourd'hui, quand on omet trop de négations, on dit je veux pas au lieu de je ne veux pas. Eh bien ça peut faire réagir encore certaines personnes qui préféraient que dans l'écrit, on ait un langage très châtié. Oui, en tout cas, un bon français. Voilà, puisqu'effectivement, on donne la négation jusqu'au bout. Je reviens aux chiffres, qui sont quand même assez alarmants et qui font que, justement, on en a pris une cause nationale, celle de la lecture. Les derniers chiffres PISA sont... j'allais dire catastrophique ou presque. En tout cas, l'enquête montre que les élèves français se situent en bas du top 20, légèrement en dessous de l'OCDE. Alors, en fonction des articles, ça bouge. Mais enfin, c'est quand même tout juste. C'est un coup un peu en bas, un coup légèrement au-dessus, mais enfin, ça reste dramatique. Et pire, l'écart entre les meilleurs et les plus faibles se creuse considérablement. Alors, évidemment, comment expliquer cela? On pourrait passer des heures à en discuter. Je veux surtout comprendre, en fait, et cette question paraît assez évidente, mais j'aimerais quand même vous la poser si on en croit l'influence qu'elle a sur la société. Quel est l'objectif précis de la lecture? Alors, c'est une très grande question et c'est un peu celle qu'on a essayé de traiter dans notre rapport. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu longtemps l'impression que l'objectif de la lecture, c'était d'offrir le décodage de cet outil un peu particulier qu'est la lecture aux élèves et qu'après, ça devenait un objet d'évaluation. En fait, quand on réfléchit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on apprend aux élèves à lire et après, on les évalue sur cette compétence et puis après, ça leur permet d'être évalués sur d'autres compétences, etc. Mais en fait, on ne sait pas du tout dans l'enseignement, poser la question de l'objectif un peu fondamental de la lecture. Et nous, on se rend compte, dans notre travail, dans les discussions qu'on peut avoir avec Delphine et bien d'autres personnes, que l'enjeu de la lecture, c'est d'ouvrir les enfants à des mondes, non seulement au monde extérieur, mais aussi à des mondes intérieurs, à mieux se connaître. Je me rappelle une enseignante... C'est ma question, figurez-vous, je l'ai écrite, regardez, elle est là. On parle de monde extérieur, mais il y a aussi le monde intérieur. Comme quoi, vous voyez, on est raccord. Non, mais c'est vrai, c'est ça l'influence qui est très intéressante. C'est de poser la question, de se dire à un moment, le mot, le vocabulaire, la phrase permet aussi la relation à l'autre. Exactement, et la relation à soi, effectivement. Et il y a une enseignante qui m'a beaucoup marqué dans ce travail, qui, elle, a des grands, c'est-à-dire vraiment des élèves de 18-20 ans, et elle s'est mise à leur lire à voix haute. On pourra revenir, je pense, sur la lecture à voix haute. Mais elle témoignait du fait que la lecture de contes, de mythologie du monde entier à ses élèves constituait en eux des répertoires d'action. J'aimais beaucoup cette idée du répertoire d'action. C'est-à-dire que même si les élèves ne vont pas se retrouver face à un dragon demain, et bien en fait, traverser des histoires, on le voit dans les contes, traverser l'adversité et souvent avec des amis, avec des rencontres, etc. Tout ça, ça structure la relation au monde et à soi-même. Et c'est pour ça que c'est important. Et donc c'est un peu ça. Il me semble que l'objectif derrière l'apprentissage de la lecture n'est pas de savoir décoder, il est vraiment de pouvoir avoir accès à ce répertoire infini. Enfin, quand on entre dans une bibliothèque, parfois même c'est écrasant, mais quand on voit tous ces livres, toute cette inventivité, tout ce miroir, ces multiples miroirs du monde qui sont à portée de la main, c'est ça qu'on veut pour les élèves. Évidemment, mais alors évidemment, voilà, c'est tout son contraire aussi, c'est que c'est forcément aussi vecteur d'inégalité sociale. C'est-à-dire que quand on ne sait pas lire, est-ce qu'on est totalement coupé justement de ce monde extérieur? On n'a pas le même...
on n'a pas la même liberté d'endosser de multiples identités qu'offrent tous les livres qu'on peut lire, tous les personnages que vous pouvez être à travers un livre. Vous pouvez être aventurier, vous pouvez être chevalière ou pirate, enfin, tous les mondes et toutes les émotions que nous pouvons vivre. Et quand on ne lit pas, on en est privé. Si on est uniquement dépendant d'images animées, de dessins animés ou de films qu'on peut voir, eh bien, on est dépendant de l'image qu'on nous propose, du personnage qui... Donc la lecture, en fait, c'est vrai, offre une liberté immense, et ceux qui en sont privés ne la mesurent pas forcément. Alors là, encore une fois, on parle d'une lecture pour ceux qui ont l'avantage de pouvoir aller consommer la lecture, c'est-à-dire consommer des livres, pouvoir acheter des livres, les lire, ou en tout cas du moins d'aller dans les bibliothèques et d'avoir accès. Je parle même là d'illettrisme, c'est-à-dire qu'on a des chiffres assez effrayants, 2 500 000 illettrés en France. Alors ma première question, est-ce que c'est parce que aussi l'école finalement est devenue obligatoire bien trop tard, à l'âge de 3 ans? Est-ce que c'est peut-être ça, et que donc pendant des années, des enfants sont restés aussi chez soi et n'ayant pas accès aussi à des manuels scolaires et à des livres. Et la question aussi, c'est de se dire à un moment, l'illettrisme étant assez flagrant en France, est-ce que c'est aussi une manière d'être coupé de son prochain, coupé de la société et coupé de ce monde? Alors, pour être bien précis, donc l'illettrisme, c'est vraiment la situation des personnes qui ont appris à lire et qui ne savent plus lire. Donc on parle d'illettrisme à partir de 16 ans, c'est-à-dire avant 16 ans. Normalement, les élèves, les enfants qui sont en scolarité obligatoire sont censés continuer à leur apprentissage de la lecture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre le milieu familial d'origine et le rapport au livre. Une des choses dont j'ai pris conscience, dont on a pris conscience dans cette étude, c'est qu'il y a beaucoup de familles pour lesquelles le rapport au livre, au lieu d'être cet univers merveilleux dont on peut témoigner parce qu'on a la chance d'avoir un rapport positif au livre, il y a beaucoup de familles pour lesquelles c'est le signe même de la violence sociale parfois, du rapport très dur à l'école, d'un échec familial. Il y a des personnes qui vont parler de traumas liés au livre, des punitions très dures autour du livre. Et puis c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas de livre chez elles. Et donc quand on dit à un enfant, par exemple, d'apporter un livre qu'il aime de chez lui, il y en a qui ne savent plus où donner de la tête, même quand ils ont 6 ans. Il y en a pour qui, durant toute leur scolarité, c'est extrêmement violent. Donc on a évidemment cet enjeu d'accompagner les familles dès les premiers temps de l'enfant. On a beaucoup parlé des 1000 premiers jours. Et dès les 1000 premiers jours de l'enfant, il y a des choses à faire pour accompagner l'enfant dans l'entrée dans la lecture, avant même, comme on le disait, avant même le langage, avant même l'écriture, évidemment. Et c'est pour ça, vous posiez la question, quel est l'objectif de la lecture? L'objectif de la lecture, c'est tellement peu le fait seulement de décoder l'écrit, que nous on défend aussi le livre audio par exemple. C'est important de pouvoir lire avec ses oreilles les livres sans écriture, etc. Mais c'est vrai que l'entrée dans la lecture est aussi importante, non seulement pour lire des romans, etc., mais dans la rue. Enfin, je veux dire, vous avez compris par exemple le succès de la boîte à histoire, cette fameuse boîte effectivement qui était géniale, que beaucoup d'enfants ont, effectivement, où on lisait des histoires. Et au départ, les parents se disaient, mais enfin, c'est quand même assez étonnant. Pourquoi le but, c'est quand même de prendre un livre, on va justement les retirer de ce fameux outil qui est le livre, et on va l'amener vers l'outil sonore. Est-ce que ça vous a choqué au début, ou est-ce que vous étiez pour tout de suite? Moi, j'ai toujours été extrêmement pour, et je regarde de très près toutes les expérimentations autour de l'audio, puisque nous enregistrons nos histoires, en tout cas depuis plus de 20 ans, pour l'âge du CP, et depuis 15 ans après pour J'aime lire, donc mes premiers J'aime lire qui est la première marche, parce qu'on sait à quel point l'audio ouvre d'autres portes dans le cerveau. Déjà, on aime lire si on comprend l'intérêt de la lecture, et si on comprend toutes les portes que ça nous ouvre, tous les mondes dans lesquels ça nous entraîne. Mais on peut découvrir ces mondes-là aussi par l'oreille. D'où l'importance de la lecture à voix haute. Et l'intérêt de ces boîtes à histoire, et il y en a de plus en plus, c'est justement d'être une passerelle vers le livre papier. On peut lire de mille et une manières. Alors, on va parler juste en un mot, parce qu'on a peu de temps, j'aimerais qu'on puisse parler de plein de choses, mais des méthodes. Les méthodes de lecture, d'apprentissage de la lecture, il y en a énormément. Alors, méthode syllabique, semi-globale, les méthodes, elles sont multiples. Qu'est-ce qui prévaut? Est-ce qu'il faut avoir une méthode en particulier? Est-ce qu'il faut en abandonner une autre précisément? Est-ce que chaque professeur ou chaque parent doit aller dans le sens même, justement, de l'école et du prof? C'est quoi la solution? Parce qu'on est tous perdus, en fait. Parents et, j'ai l'impression, professeurs. Alors, il y a une grande querelle des méthodes qui aujourd'hui est un peu apaisée. On sait que les méthodes absolument globales, qui ont un peu existé, pas tellement mais un peu existé, ne fonctionnent pas. Oui. Ça, on peut le dire aujourd'hui. Et après, il y a
un arc de méthodes, on en identifie un certain nombre dans notre rapport, qui permettent de faire entrer les enfants dans la lecture, dans l'apprentissage de la lecture. Mais comme on le disait, les enfants ne partent pas tous du même endroit. Donc selon le public, il va parfois falloir reconstituer un rapport au langage, au vocabulaire, etc., qui va accompagner l'entrée dans la lecture. Après, voilà, la recherche s'est beaucoup penchée sur le fonctionnement du cerveau depuis quelques années pour voir comment les méthodes de lecture s'adaptaient un peu au cerveau. Ça c'est une des choses qu'il faut dire, c'est que l'entrée dans la lecture, l'écriture sont des acquis culturels. C'est-à-dire quand on apprend le langage, le cerveau de l'enfant est fait pour apprendre à parler. En revanche, il n'est pas fait pour apprendre à lire. Donc, il y a un effort, etc. Donc ça, il faut l'accompagner. Et effectivement, on ne peut pas dire il y a une méthode qui fonctionne avec tout le monde, etc. En revanche, ce qui est très important, c'est de donner le temps aux enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore un peu tendance à dire, bon voilà, on entre en CP. Donc pour ceux qui ne savent pas lire en entrant en CP, au bout de 8 mois, vous êtes censé savoir lire. Et ensuite, c'est trop tard d'un certain côté. Et ça, c'est tragique. Parce qu'un enfant, s'il lui faut plus de temps pour continuer à apprendre à lire, c'est très important de lui donner ce temps-là. Évidemment. Voilà. Vous parliez justement des différentes méthodes et puis de la recherche par rapport à ça. J'ai lu aussi dans cette étude, ce qui est intéressant dans le document, c'est que la préoccupation quant à la recherche, en fait, dans les laboratoires faite sur la lecture, d'un côté, et l'application par les instituteurs dans les écoles de l'autre. C'est vrai que c'est très difficile de pouvoir comprendre en fait deux mondes qui s'opposent. C'est un peu comme la recherche scientifique. Tout d'un coup, est-ce qui se passe dans le cabinet du médecin? Voilà. C'est un peu l'enjeu. Après, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Déjà, il y a pas mal d'enseignants qui s'informent, etc. Une inspectrice générale de l'éducation nationale qui intervenait l'autre jour lors de la présentation de ce rapport nous rappelait qu'en fait, ce sont des temps aussi longs. Il y a 800 000 enseignants, dont un certain nombre sont des enseignants qui ont un rapport direct avec l'apprentissage de la lecture. Il faut du temps pour que les méthodes, et notamment les méthodes actives, par exemple la lecture à voix haute, etc., entrent dans les pratiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a vraiment un passage qui se fait, mais il prend du temps. Il prend du temps et parfois c'est un peu tragique parce qu'on se dit mais il y a une urgence. Mais on ne peut pas, parfois il est difficile d'aller plus vite. Delphine Solière, une idée reçue, la BD, c'est pas des bouquins, c'est pas des livres, c'est pas de la lecture. Alors, ça a été une idée reçue, je pense que ça l'est heureusement de moins en moins. C'est même une lecture très complexe et très difficile qui demande beaucoup de compétences à un enfant. Donc, justement, il faut pouvoir avoir à la fois l'imaginaire avec les yeux, c'est ça? Exactement. Donc du dessin plus de la lecture. En fait, voilà, votre œil circule entre l'image qui va donner le contexte, qui donne un certain nombre d'informations, et le reste est en dialogue. Et puis, il y a dans la construction scénaristique parfois des incises, des retours en arrière. Enfin, ça demande vraiment une gymnastique très particulière à l'œil. Mais paradoxalement, c'est rassurant pour un enfant de se dire qu'il n'aura que 3 petites lignes par case à lire s'il les lit ou qu'il pourra les lire après. En fait, il se sent dans un espace de liberté alors que c'est plus dur à lire. C'est ça qui est extraordinaire. Incroyable. Donc, la question que vous posiez sur les enseignants, elle est très intéressante. On a tous entendu parler de la super vieille bonne maîtresse de CP qui sait apprendre à lire depuis 35 ans. En fait, ces enseignants-là, ils ont souvent une combinaison de différentes méthodes. Donc, il n'y a pas forcément une méthode qui marche, mais souvent beaucoup de pragmatisme et d'adaptation aux enfants tels qu'ils sont. Et la BD en est un des bons moyens. Je vais juste le prendre, j'aime lire et le montrer à l'antenne, ça me fait plaisir. J'ai tellement adoré. J'aime lire, regardez, voilà, chez Bayard. Ça, c'est vraiment trop chouette. Si vous ne connaissez pas encore, il faut absolument aller chercher toutes les... Il y en a combien, numéros 500, là, c'est le 551. Donc, nous existons depuis 1977. Bravo, année de ma naissance. Merci beaucoup. L'étude, je la rappelle, la lecture B.A.B.A. de la relation. C'est joli titre, effectivement. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Delphine Solière, donc je rappelle que vous êtes directrice des publications à Bayard Jeunesse. Et Nathanaël Mion, vous êtes directeur scientifique de Vers le Haut, le fameux think tank donc, dédié aux jeunes et à l'éducation. Merci. Merci. Restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves
et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Chaque jour dans la quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Gilles Payet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sophrologue scolaire. Vous intervenez régulièrement au collège à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne sur des problématiques comme la gestion du stress, l'estime de soi, la concentration avec ce bouquin qui s'appelle Stop au stress, sorti aux éditions Sans Tabou, c'est ça, je ne me trompe pas? Non, Magenta. Je dis Magenta Sans Tabou, édition, collection Sans Tabou. Collection Sans Tabou, Magenta édition. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la sophrologie, si même j'ai quand même une certaine idée de la question, mais sophrologue scolaire, c'est quand même pas la même chose. Alors, sophrologue scolaire, ça veut dire que je dédie ma pratique de sophrologue uniquement aux enfants, en primaire, en collège, en lycée et pour les études supérieures, sur les thématiques que vous avez citées. Et la sophrologie, c'est un ensemble, je dirais, d'exercices, à la fois de pleine conscience, à la fois de pleine conscience de son corps, mais de son mental. Donc ça sert à apaiser l'esprit, ça sert à apaiser le corps, mais ça sert aussi parfois à le dynamiser, ce corps et cet esprit. Ça sert à mieux se concentrer, ça favorise aussi le sommeil, si on a des problématiques d'endormissement ou de rendormissement. Donc ça sert à tout ça. Donc c'est toute une gamme d'exercices, il y a un panel, je ne sais pas, de 200, 250 exercices possibles. Donc j'aurai pas le temps de vous les décrire dans le cadre de cette émission. Voilà. Oui, vous sentez dans le regard, je sens que j'en ai besoin en fait. Virginie, on ne pourra pas faire les 250 exercices ensemble. Non mais alors, quand vous parlez de pleine conscience, est-ce que les parents et les enfants surtout savent ce que ça veut dire? Parce que c'est assez abstrait comme terme. Non, c'est-à-dire je les guide par des exercices directement. Si par exemple le stress pour un collégien, puisque la collection est plutôt dédiée à l'âge des jeunes ados, donc de 11 à 15 ans pour les années collège, vous avez un DST, un devoir sur table ou un oral demain matin à 9h. Vous pouvez avoir le cœur qui bat très fort, alors un exercice de respiration au calme. Par exemple, vous allez inspirer sur 5 secondes, vous allez expirer sur 5 secondes, vous allez le faire 5 fois. C'est ce que j'ai appelé la respiration 555, donc c'est facile à faire. Une respiration lente va calmer immédiatement votre rythme cardiaque et va apaiser vos pensées, votre corps. Donc ça, c'est un exercice tout simple. C'est pas de la méditation, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors dans ce livre, il y a des exercices de sophrologie, il y a des exercices de méditation, il y a des exercices également de préparation mentale. Si par exemple, je reprends l'exemple de l'interro de demain matin à 9h qui vous met en émotion, eh bien, vous pourriez, par exemple, dans l'un des exercices de préparation mentale, visualiser cet oral devant la classe, devant votre professeur, et vous visualisez, bien sûr, plutôt en situation de réussite. Alors, la réussite, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'on se visualise en tant que Superman ou Superwoman. On se visualise simplement en train de mobiliser tout simplement ses ressources, c'est-à-dire ses qualités, ses compétences. Voilà. Vous êtes visualisé vous-même avant de venir ici, par exemple? Exactement. C'est vrai? Exactement. Vous étiez comment? L'exercice 555, je l'ai fait en attendant de venir. Mais absolument. Je l'ai fait aussi. Vous voyez, il y a des exercices tout simples. Par exemple, exercice en pleine conscience. C'est ce que j'appelle la respiration marchée. Vous inspirez sur 5 pas ou sur 10 pas. Vous retenez votre respiration sur 5 autres pas ou sur 10 autres pas.
Et puis vous expirez tranquillement sur 10 pas. En venant ici, en sortant du métro, j'ai fait la respiration marché. Voilà. Ça veut dire que pour être sophrologue, il faut être un grand stressé soi-même et avoir trouvé des solutions? C'est un paradoxe, mais ça peut aider. Vous savez, on cite souvent sur les approches de méditation Christophe André, ce médecin psychiatre. Bien sûr. C'est quelqu'un qui n'est pas zen tout le temps, donc il a souffert, il est passé, et donc il est crédible, il est légitime pour ça, parce que quand on explore soi-même, c'est pas mal aussi, on n'est pas dans la superficialité, on va au fond, on crée des exercices qui n'existent pas parce qu'on se les applique aussi à soi-même. Donc oui, c'est un paradoxe, mais ça peut être une bonne idée. Alors reprenons l'idée de la sophrologie à l'école, au sein même des établissements. Est-ce que ça existait il y a 15 ans? Alors, 30 ans? Si ça existe, non, je dirais non. Vraiment, je dirais que l'éducation nationale s'ouvre de plus en plus à l'intervention de professionnels extérieurs dans des classes entières. Je travaille avec 2 collèges et un lycée, donc de ma ville, à l'est de Paris, à Saint-Maur-des-Fossés. On travaille de plein de façons différentes, mais surtout, je travaille en co-construction. C'est-à-dire, on aborde les thèmes que les professeurs principaux donnent. Moi, je peux intervenir, je ne sais pas, sur une quinzaine de thèmes différents, dont le stress. Ouais. Et j'ai toujours une discussion avec le prof principal pour savoir comment va sa classe et quels sont finalement les sujets d'intervention qui seraient intéressants. Voilà. Donc, il y a à la fois un travail en groupe et à la fois un travail individuel avec les enfants. Alors, un travail individuel, c'est pas le mot travail peut-être, mais... Alors, on peut parler de travail. Ouais. J'essaye que ça ne soit pas un travail, mais plutôt, alors non pas non plus une récréation, mais une expérimentation. Et ce qui est génial, Virginie, c'est qu'on peut faire respirer à l'unisson 30 enfants d'une classe de 6e. Les classes de 6e sont des classes, je trouve, magiques parce qu'elles sont spontanées, elles sont dynamiques, elles sont parfois un petit peu plus créatives aussi. Et on peut faire respirer 30 enfants d'une classe de 6e grâce, alors je crée des animations graphiques aussi qui permettent par exemple de respirer avec une bulle qui monte, une bulle qui descend pour l'expiration. Donc ça permet de guider visuellement les enfants qui trouvent ça plutôt ludique. Et puis je les fais expérimenter, je les fais venir au tableau, je les fais me transmettre aussi des exercices tels qu'ils l'ont vécu, donc ils deviennent eux-mêmes sophrologues. Et là c'est sympa, on touche quelque chose de sympa. Un vrai fléau aujourd'hui à l'école qui ne date pas de seulement l'année dernière, qui date d'il y a bien plus longtemps, mais dont on parle beaucoup, c'est le harcèlement scolaire. Oui. Est-ce que justement la sophrologie peut permettre de pouvoir faire parler les enfants, accueillir aussi ces élèves qui sont un peu souvent solitaires, esselés et perdus, et puis peut-être aussi aider les parents qui sont... Alors, je dirais directement non. C'est plutôt les approches de psychologie, c'est-à-dire d'aller voir un psychologue qui va vous faire parler. La sophrologie est vraiment attachée aux symptômes. C'est-à-dire, vous stressez, vous avez le cœur qui bat très fort, vous avez des pensées confuses. En l'espace de 30 secondes, 1 minute, vous allez pouvoir faire redescendre tout ça pour peut-être vous exprimer mieux. Mais le questionnement sur les causes, sur pourquoi est-ce que je ne vais pas bien, la situation de harcèlement peut vous apporter un réconfort pour apaiser vos tensions, mais aucunement dans le questionnement qui sera plutôt de la responsabilité du psychologue. Alors dans ce livre Stop au stress, donc paru aux éditions Magenta, il y a plein de chapitres dont vous parlez tout à l'heure, comprendre son stress, l'identifier et pouvoir justement faire des préparations mentales, exercices de méditation dont on parlait. Vous proposez une technique somme toute assez simple mais sûrement essentielle pour comprendre justement son stress, c'est l'écrire sur une feuille. Est-ce que c'est important de mettre des mots clairement sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent? C'est génial, la feuille de papier. C'est un truc tout bête, vous l'avez dit. Symboliquement, si vous mettez vos soucis sur une feuille de papier, c'est une façon de l'extraire de votre corps et de vos pensées. Alors, vos soucis resteront en partie, mais le fait, c'est presque un acte thérapeutique classique que les psychologues justement connaissent bien. On couche par écrit ses soucis, ou les sources du stress, ou vous parliez de harcèlement, d'écrire ce qui se passe sur le harcèlement, d'écrire nos sensations, nos ressentis négatifs bien sûr. Et cet exercice de la feuille de papier, vous pouvez le compléter si par exemple ça vous empêche de dormir le soir. Vous êtes tellement stressé par ce qui s'est passé dans la journée, que ça soit scolaire ou dans la relation aux autres, eh bien vous couchez par écrit avant de vous coucher par exemple, ce qui vous soucie, et vous placez cette feuille loin de la chambre, symboliquement loin de la chambre. C'est-à-dire la chambre loin de vous. J'ai des jeunes, je pense à une jeune Rose en particulier, qui avait placé cette feuille dans le frigidaire.
dans le frigidaire. Congeler Je dis, mais justement ces émotions-là. mais c'est exactement ça. Ouais. Je lui dis, mais Rose, pourquoi est-ce que tu as mis cette feuille de papier de souci dans le frigidaire? Elle m'a dit, mais j'ai appliqué ce que vous m'avez dit, je l'ai mis loin de moi, je l'ai enfermé dans une boîte qui était le frigidaire, et effectivement, c'était l'idée de congeler les soucis. Ça veut dire que dans ce livre, il y a une approche liée à la psychologie aussi. Bien sûr, on ne peut pas dissocier les deux. Le fait d'identifier, de comprendre les causes du stress, c'est de la psychologie plus que de la sophrologie. Absolument. Et ça, c'est, je dirais, la troisième grande partie, qui est l'approche, ce que j'appelle de préparation mentale. Il y a un exercice qui est fantastique, alors qu'il faut faire plutôt avec un adulte, parce qu'il est difficile à conduire seul, c'est l'exercice des 7 pourquoi. Ok, je stresse. Ok, j'ai la trouille. Tenez, prenons le cas d'une déclaration d'amour. Vous voulez faire une déclaration d'amour. Vous avez 30 secondes. 30 secondes. Allez-y. Alors, c'est compliqué. 30 secondes, déclaration d'amour, ça vous met en émoi. Posez-vous la question 7 fois pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai peur de déclarer ma flamme à Mathilde? Vous allez formuler une première réponse. Vous reprenez cette première réponse qui peut être « j'ai peur d'être ridicule ». Posez-vous une deuxième fois la question « pourquoi ai-je peur d'être ridicule ?» Et faites-le 7 fois. Là, on interroge les causes. Donc, plutôt, effectivement, approche psychologique, comme vous l'avez dit. Encore 10 secondes, s'il vous plaît. La méditation gustative, quand même, parce que ça, c'est fou, j'ai lu ça. C'est chouette, c'est quoi ça. Comme approche? Mais tout est chouette, Virginie. Il y a 60 exercices de ce type. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de porter votre... Ok, vous êtes plein de soucis, plein de stress. C'est de recentrer sur l'instant présent et sur... vous mangez quelque chose, un chocolat, un bonbon, une banane, ce que vous voulez, et vous allez porter votre attention sur... la texture dans votre bouche, le plaisir, le goût, peut-être l'odeur avant de le porter à votre bouche. Et vous portez votre attention juste sur cette méditation gustative, sur le goût, tout simplement, que vous pouvez percevoir. Pour pouvoir se remémorer ce moment-là dans les moments peut-être un peu fâcheux. Alors, ça peut être ça aussi, mais quand vous le faites en pleine conscience, l'idée, c'est que ça met à distance les pensées négatives, en fait. Merci beaucoup, Gilles Payet, pour toutes ces méthodes. Et puis, c'est très intéressant, effectivement, la sophrologie à l'école. Vous êtes donc à Saint-Maur-des-Fossés, mais peut-être que vous pouvez vous déplacer si jamais certains établissements vous voient ce soir. Ils vont se dire, bon, on a peut-être besoin aussi de faire appel à lui. En tout cas, ce livre, on peut le trouver aux éditions Magenta, Stop au stress, illustré par Clémentine Latron et écrit donc par Gilles Payet, ici présent. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tout de suite, c'est à vous, cher Mika. C'est votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux. C'est parti. Ça a été, Mickaël, le sujet éducation le plus commenté cette semaine sur les réseaux sociaux, le retour des maths obligatoires au lycée. Oui, Virginie, d'ailleurs, vous savez ce qui se passe lorsqu'on fait un pas en avant, puis un pas en arrière, lorsqu'on avance et puis qu'on recule. Ça me fait penser à une chanson, c'est drôle. Eh ben, on fait du surplace, Virginie. Je sais pas à quoi vous pensez, mais aucun rapport. Dites-vous que je ne pense pas. C'est le reproche qui est fait aujourd'hui à Emmanuel Macron sur le sujet des maths, avec l'impression pour beaucoup d'avoir perdu 4 ans. Pour rappel, les maths avaient disparu du tronc commun de la classe de première au moment de la mise en place de la réforme du lycée et de la suppression des filières L, S et ES en septembre 2019. Il y a donc le sentiment d'un retour en arrière. Oui, mais c'est vrai, mais on peut changer d'avis aussi. Alors, qu'est-ce qui pose problème réellement? À vrai dire, plusieurs choses. Déjà, l'ensemble des syndicats dénoncent une décision prise contre l'avis unanime des organisations syndicales. Ensuite, SE-UNSA estime notamment que cette mesure remet en cause la notion même de tronc commun. Voici la réaction du syndicat d'enseignants sur Twitter. Le Premier ministre fait le mauvais choix et alerte sur le risque de recréer des filières sous les contraintes d'organisation. Écoutez Stéphane Crochet, le secrétaire général du SE-UNSA, interrogé sur Europe 1. Pour nous, ça devrait être dans le tronc commun pour tous, y compris pour les élèves qui suivent l'enseignement de spécialités mathématiques. Pour ces questions de contraintes et d'organisation des emplois du temps. Et puis, nous craignons que du coup, des maths de tronc commun, mais seulement pour certains, finissent par donner l'image de mathématiques punitives pour ceux qui peut-être ont le moins d'aisance et d'appétence. Oui, parce que pour ce syndicat, le terme de tronc commun est tout simplement galvaudé par le ministre, étant donné que cette heure et demie de maths ne concernera pas tous les élèves. Elle sera uniquement imposée aux élèves qui n'ont pas choisi la spécialité maths. C'est donc pas vraiment du tronc commun. Et puis, il y a cette notion de punition pour les élèves concernés qui se retrouvent avec 1 heure et demie de cours en plus dans leur emploi du temps. Des élèves qui avaient clairement exprimé jusque-là un rejet des mathématiques. En gros, on leur a dit à un moment, tu n'aimes pas les maths, ok, bah t'es pas obligé d'en faire. Et puis, bah finalement, bah si, t'es obligé. Donc, les chefs d'établissement se plaignent aussi. Pour eux, ce retour des maths va prendre des allures de casse-tête. Il va bien falloir les caser quelque part. C'est cette heure et demie de cours supplémentaires qui doit se greffer, pour rappel, aux 2 heures d'enseignement scientifique du tronc commun. Mais pas pour tout le monde. Bref, une grosse galère.
Et des réactions également d'élus sur Twitter? Oui, et notamment de Florence Portelli. Elle est maire Les Républicains de Taverny. Elle pointe du doigt une autre grosse inquiétude de cette heure et demie de maths supplémentaire, c'est le manque de profs de maths, évidemment. On nous annonce le retour des maths au lycée, c'est une bonne nouvelle. Manque plus que le retour des profs, nous dit Florence Portelli. Bien vu. D'autres réactions plus légères pour terminer. Marie-Laure propose de jouer au maths ou pas maths. Le jeu est assez rigolo, vous allez voir. Si t'es en première en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, level expert, même question si t'es une fille. Autre tweet de Gabriel, on dirait une chanson de Philippe Catherine, et j'enlève les maths. Et je remets les maths. Pas mal. Enfin, je voulais terminer avec nos amis de la radio DKL Dreyeckland. La matinale de cette radio locale alsacienne est animée par Héloïse, Fred et Thierry. Ils ont imaginé cette semaine une chanson autour de cette réforme du bac. Écoutez. Et on ouvre cette revue de presse en évoquant une nouvelle réforme de l'éducation nationale, le retour des maths au lycée. Qui a eu cette idée folle un jour de réformer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour de réformer l'école? C'est ce sacré Monsieur Blanquer, sacré Jean-Michel. De supprimer au lycée les maths il y a quelques années. De supprimer au lycée les maths il y a quelques années. C'est ce sacré Monsieur Blanquer, sacré Jean-Michel. Sacré Jean-Michel. Ce sont vos amis, Héloïse, Fred et Thierry, ou pas? Ce sont des connaissances, disons. Oui, je pense. On les salue, on salue leur courage, parce que pour une matinale, faut oser. Et ils ont été jusqu'au bout. Bravo, en tout cas. Merci, Mickaël. Allez, c'est l'heure de retrouver Monique Ménard dans Souvenirs d'écoliers, son invité de la semaine, et Chloé Morteau. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Exactement. Tu as été mannequin aussi, juste après Miss France. Est-ce que plus jeune, il y avait un métier que tu rêvais de faire? Qu'est-ce que j'aurais... Alors, je voulais être vétérinaire pour animaux sauvages. Pour animaux... Autant te dire que... Pour animaux sauvages. Non, mais je me voyais avec les lions et les hippopotames. Est-ce que tu avais la fiche à répondre à l'école? Tu te souviens pas de cette fiche? Donc tu allais partir vivre où exactement? Ah non, mais moi je me voyais en Afrique, dans les safaris, avec les... Non, mais en fait, j'ai vite compris que c'était pas trop moi, que les animaux, je les aimais bien de loin, par les chats, que j'aime bien. Sinon, j'étais pas très animaux. Et donc, non, l'idée de vétérinaire s'est arrêtée assez vite. Après, en rêve, non, j'avais pas forcément un rêve. Après Miss France, j'ai rêvé d'être mannequin et j'ai réussi à le faire. Donc, tout de suite, avec brio d'ailleurs. Ouais, et je t'avoue que j'ai réalisé mon rêve. Et ta maman, t'avais pas eu envie d'être prof d'anglais comme elle? Ah ouais, non. J'ai pas envie d'être prof, je n'ai pas la patience. Alors, bravo à tous les profs, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un enfant de 9 ans. Oui. Et là, je dois faire les devoirs avec lui. Oui. Ah, j'ai compris la difficulté du truc. Tu fais tout le temps les devoirs avec lui? Ah oui, je me mets, je suis assis à côté de lui et il est très fort. Il est très fort, il est hyper bon. C'est un bon élève? Heureusement. Ah ouais, il est très très bon parce que en plus les techniques sont totalement différentes que les techniques françaises. Et il fait des soustractions avec 3-4 chiffres et tout. Et moi, je suis obligée de repasser la calculatrice quand même derrière. Mais là, je me dis, mais bravo aux profs, quoi. Justement, c'est quoi la différence avec toi, le parcours scolaire que tu as eu en France et celui de ton petit garçon aux États-Unis? Alors, c'est totalement différent. Les États-Unis, c'est déjà, il y a beaucoup d'événements pendant l'année scolaire. Tu vas avoir Pyjama Day. Donc, tu viens en pyjama à l'école. Genre, c'est quelque chose, nous, Français, mais genre, jamais tu viens en pyjama à l'école, tu vois. Mais combien de fois ça arrive, ça? Mais souvent, et j'oublie tout le temps. Donc, mon fils arrive tout le temps habillé normal et je vois tout le monde en pyjama, je fais un mince. C'était pyjama. Donc, bon, c'est pas grave. Mais attends, c'est que dans son école? Non, mais partout. Vraiment, aux États-Unis, c'est quelque chose de normal? Non, c'est partout. T'as Pyjama Day, t'as Spirit Day, t'as Crazy Hair Day. Donc, Crazy Hair Day, c'est que tu viens avec des cheveux ébouriffés. Et donc, la dernière fois, j'ai dit à Mathis, je fais, bon, on va te mettre des trucs, des chouchous dans les cheveux. Il me fait, mais maman, j'ai déjà les cheveux ébouriffés. Je fais, mais non, mais ça compte pas. Maman. Donc Pyjama Day. Ou alors des couleurs où ils vont te dire faut s'habiller tout en bleu. En fait, ils font de l'école une petite fête, en fait. Oui, et puis les profs participent. Et tu as aussi beaucoup plus, je trouve, de relations avec les professeurs. Tu as une semaine par an où tu dois remercier les professeurs. Donc tu sais, tu as un peu cette image de l'écolier qui amène sa pomme à la prof.
Bon, là, c'est pas une pomme. Tu leur offres des bouquets de fleurs, des chocolats. C'est vous qui choisissez quoi offrir? Ouais. Et bon, t'as envie de... Tu lui offres un peu, quoi. T'es là, tu veux pas que ton enfant, il donne rien, donc t'es là, vas-y, donne-lui ça. Pour qu'il soit bien vu, dis voilà, donne-lui ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dépenses un peu d'argent, mais voilà. Et dans l'enseignement, là, il y a une différence? Dans l'enseignement, il y a une différence. Alors déjà, ils écrivent pas en attaché. Ils écrivent en bâton, comme ils appellent ça. D'accord. Donc ça, c'est... Moi, quand je vois mon fils écrire, je suis un petit peu surprise. Après, Ils écriront jamais en attaché? Apparemment, si, à un moment donné. Mais je sais pas quand. Ouais, parce que s'il a 9 ans. Ouais, c'est ça. Nous, on a appris à écrire en attaché. Dès le CP, c'est joli, en plus. Et ils font pas ça, eux. Bah, du coup, ils écrivent tous pareil, en fait. Oui. Ça manque un peu de charme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors, la différence? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as ça. Bon, t'as la cantine. Ouf. La cantine. On pourrait passer du temps sur la cantine. Pourquoi? Parce que la cantine, là-bas, c'est nuggets, frites, pizza, pâtes. Ah oui, c'est pas du tout Elsie. Catastrophe. Mais il est à Las Vegas, c'est pour ça. Ah non, mais même partout. La cantine, c'est la cata. Après, t'as quoi? Non, ils sont juste plus, je sais pas, ils font beaucoup de célébrations. En tout cas, dans l'école de Matisse, ils ont fait une année, ils ont décoré la classe entièrement et c'était un igloo. Genre, ils ont fait des ours polaires. Ils sont créatifs, en fait. Mais c'est fou. C'est fou. Et de quoi tu penses que la France devrait s'inspirer? Moi, je pense qu'il devrait y avoir un mix des deux. Ah, ça donnerait quoi, le mix des deux? Le mix des deux, ça donnerait peut-être un petit peu moins de Crazy Hair Day, des trucs comme ça, parce que bon, c'est sympa, mais voilà. Non, moi, le pyjama, ça me dit bien. Non, mais oui, je te vois bien. T'arrives en pyjama. J'aurais bien aimé, moi. Ça fait un petit gain de temps. Oui, je veux dire, au moins, tu ne serais pas arrivé en retard. Voilà. Donc, ça serait parfait. Mais non, je sais pas, il y aurait un peu moins de tout ça, parce que c'est quand même beaucoup. Ils le font chaque mois, tu as quand même quelque chose. Tu as envie de leur dire, OK, c'est bon, ça va. Et puis, vice-versa, en France, c'est vrai que ça manque un peu ce côté chaleureux. Pour se rapprocher, en fait, fédérer. Oui, à l'école, tu y allais un peu, tu traînais un peu. Enfin, peut-être qu'il y en a qui ne traînaient pas, mais moi, j'y allais un peu en traînant les pieds. Si, que ça ne soit pas juste de l'enseignement pur et dur. Qu'il y ait quelque chose qui passe pas. Tu n'as pas un band, comme on appelle ça, avec tes professeurs, où tu les vois en dehors, où tu fais d'autres choses avec eux. Tu vois, c'est ton prof d'histoire géo. Il t'a saoulé, quoi. Non. Donc, un peu moins de célébration, un peu plus en France. Ouais, ça j'aimerais bien, ce serait pas mal de voir ça. Et puis alors la nourriture. Si on pouvait swapper, prendre la cantine française et l'emmener aux États-Unis, ce serait top. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Chloé Morteau pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Mais quand vous étiez petite, alors vous passez vos vacances dans l'Est de la France, si j'ai bien compris, avec des copains ou de la famille, ça j'ai pas bien compris. Oui, des cousins et des amis. Et alors là, vous montez des spectacles, les 3 saucissons rieurs, le chien qui faisait miaou, ou Attaque à la Mirabelle volante. Vous vous souvenez de ces histoires? Bah oui, en fait, c'est des enquêtes. Parce que du coup, on était une bande de cousins et d'amis entre 8 et 12 ans. Et on avait un cousin plus âgé qui s'appelait Camille. Et qui, pour nous, on était dans une maison avec un jardin. Et il faisait des enquêtes. Donc, il mettait des indices, du faux sang, des machins. Et toutes les journées, nous, on essayait de reconstituer les morceaux de ce qui s'était passé, du crime qui avait été commis, etc. Et en même temps, on enquêtait sur des faits un peu étranges et tout. Et on avait un restaurant après qu'on avait fabriqué. Oui, comme on a maintenant le Happy Nouille. Voilà, exactement. Donc tout était réuni, on faisait des enquêtes et après on racontait des histoires. Enfin, c'était une sorte de mise en scène. Donc en fait, voilà. moi je croyais que la partie je raconte des histoires, c'est ce qui avait de plus important pour vous, mais la partie enquête, elle est fondamentale. Bah oui aussi, parce que c'est cherché en fait. Enfin, c'est quand en tout cas, ce qui moi m'a plu dans le fait de faire les Odyssées, c'est que donc la matière, c'est une matière historique. Je raconte des histoires, mais c'est des choses réelles. Et donc tout l'enjeu, c'est de transformer des récits historiques en récits d'aventure. Mais avant de pouvoir les transformer et de les écrire en récits d'aventure, il faut bosser un tout petit peu. Il faut bosser un petit peu et donc faire des enquêtes. On fait des recherches. Voilà, et on fait des recherches, tout ça, et ça c'est passionnant en fait. Si vous avez des enfants et que vous vivez dans une grotte, je vous signale quand même qu'on retrouve dans les Odyssées, podcast extraordinaire de Laure Besançon. Alors ça c'est dans le bouquin maintenant, qui est paru aux arènes et que je monte. Dans le tome 1, il y a Aliénor d'Aquitaine, Marco Polo, L'homme au masque de fer, Pirates des Caraïbes. Il y a aussi le Loch Ness, Toutankhamon, etc. Toutankhamon, on le croise, c'est plutôt Howard Carter que Toutankhamon d'ailleurs, c'est les deux qu'on croise également dans le spectacle. Podcast, livre. Si vous passez à Paris, il y a donc ce spectacle, c'est au Théâtre Libre jusqu'au 1er janvier 2023, tous les samedis et dimanches à 14h et tous les jours pendant les vacances de Noël. Tout cela, cet univers immense, il est signé Laure Besançon.
L'école Tunon, c'est une institution, il y a combien d'élèves ? Aujourd'hui, on est 326 élèves exactement, et on a donc des promotions qui vont de bachelor jusqu'au master avec différentes spécialisations. 326 étudiants, certains en formation on appelle initiale ou d'autres en formation en alternance. Et donc on a la chance d'avoir de nombreux partenaires dans les différentes filières que nous avons, luxe, événementiel, hôtellerie, tourisme ou hospitalité. Et donc nos étudiants peuvent bénéficier de différents contacts par rapport à... Et il y a des passerelles parmi toutes ces formations. On peut faire des passerelles. Tester, je ne sais pas, l'univers du luxe et ensuite se glisser vers le tourisme. Vous pouvez. Les 2 premières années sur le bachelor, par exemple, sont en ce qu'on appelle un tronc commun, où vous allez vraiment avoir l'ensemble des formations et apprendre l'ensemble des différents métiers. Et puis la 3e année se spécialise, où là, vous partez vraiment sur le secteur qui vous sied le mieux. Et puis ce collectif d'enseignants, ils sont juste géniaux. C'est-à-dire, je pense que ce qui a généré à un moment donné un déclencheur, ça a été ce sujet de baccalauréat en 2022. Vous montrerez que l'innovation peut conduire à repousser les limites écologiques de la croissance. Voilà. On est en France, en 2022, il y a un collectif d'enseignants qu'on imagine agrégé, qui a pondu cette question. C'est juste fou, c'est de l'obscurantisme en fait, c'est ne pas prendre acte du corpus des savoirs bioclimatiques contemporains. Voilà. Et je pense que ça a généré à un moment donné un déclencheur, et puis voilà, ce qui fait que ces enseignants se sont rassemblés. Alors moi, ce que je pense, chacun fait sa théorie en fait, sur c'est dû à des lobbies, c'est dû à etc. Voilà, pour comprendre en fait la situation actuelle. Donc moi je fais ma petite théorie aussi. Pour moi, les éducateurs sont trop absents de la conduite des affaires du monde. C'est-à-dire qu'on a intériorisé quelque chose, pas de politique à l'école. Pas de politique à l'école, ça veut dire faisons la politique de l'école qui s'est vendue pour pas cher au marché. Et donc du coup, chaque enseignant est tenu à une neutralité pédagogique qui entrave la capacité même d'objectivation du réel. Et parce que pour comprendre la mécanique propre qui est celle du système Terre, c'est-à-dire comprendre la matière qui anime le système Terre, on est obligé d'avoir pas uniquement des savoirs biogéochimiques, biogéophysiques, mais aussi des savoirs sociopolitiques, c'est-à-dire de comprendre ce qu'est le capitalisme rentier et spéculatif, ce qu'est le néolibéralisme, ce qu'est la maximisation des intérêts individuels, ce qu'est ce qu'on appelle, la terminologie est assez forte, mais c'est une terminologie, une proposition politique de classe rapace, etc. Et de fait, aujourd'hui, les programmes scolaires n'intègrent pas cette lecture sociopolitique de compréhension de la matière. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et à cet endroit-là, on a besoin que les éducateurs investissent la cité et puis se positionnent comme ils le font là. C'est une des pièces manquantes du puzzle pour conduire vers une action politique. Vous allez nous emmener dans l'espace. Mais oui, parce que figurez-vous que des scientifiques veulent faire pousser des plantes sur la Lune dès 2025. Fou, non? Incroyable. Et voilà. Moi aussi, j'ai trop envie d'aller sur la Lune. Vous aurez pas sur la Lune, ça foire totalement. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas vu le spectacle, mais elle raconte l'épopée d'Apollo 13. Et je vous jure, on est comme ça dans son fauteuil en se disant ils vont pas y arriver. Donc la Lune. Les plantes. Un petit peu. Le projet. Donc le projet, le nom Aleph, comme la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, ce sont des chercheurs israéliens qui travaillent en Australie. Alors le but, c'est de permettre de cultiver ailleurs que sur Terre pour au final produire de la nourriture, des médicaments et même de l'oxygène. Mais alors concrètement, comment compte-t-il s'y prendre? Vous l'avez très bien fait, cette relance, c'était beau. Alors en fait, les scientifiques... Allez-y. Et concrètement, comment compte-t-il s'y prendre? Eh bien, les scientifiques vont choisir des graines et des plantes qui germent rapidement et surtout qui sont capables de résister à des écarts très importants de température. Ces graines seront enfermées dans un récipient qui contient de la terre et une fois sur la Lune, elles seront surveillées à distance par des experts grâce à une caméra. Il y a même tout un dispositif prévu pour que des appareils viennent les arroser et leur apporter des nutriments. Ils envoient des cosmonautes pour... non, il n'y aura pas ça. Je crois que ça va être des appareils. Alors, comment on les plante? En fait, elles seront transportées. Comment on les apporte, quoi? En fait, elles seront transportées en 2025 à bord du vaisseau Bereshit 2, qui est la deuxième tentative d'alunissage non habité de l'association israélienne Space Hill.
Israël. Et si ça fonctionne sur la Lune, ça va aussi permettre de trouver des solutions pour permettre de faire pousser des cultures sur la Terre, notamment dans des zones touchées par les inondations ou la sécheresse. Mais pour les chercheurs israéliens, c'est surtout urgent parce que eux, ils croient à une vie humaine plus tard sur la Lune, car sur Terre, eux, ils n'ont plus d'espoir. Ils pensent qu'on manque vraiment de ressources, voilà, pour être sur Terre. Donc on verra. Hein. Peut-être qu'on fera pousser plein de choses sur la Lune. Aérien, événementiel, hôtellerie, luxe, tourisme. Comment se porte le tourisme par rapport aux autres sections, si je puis dire? Le monde du tourisme, alors pour y avoir travaillé 8 années auparavant, il est en pleine évolution. En pleine évolution de par le consommateur qui attend de nouvelles choses, des expériences immersives, sans parler du métaverse, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas une expérience immersive, un tourisme urbain, un tourisme de proximité, un tourisme d'échange immédiat qui est complètement à l'inverse de notre génération du téléphone et du distanciel. Mais en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la génération, ou en tout cas le public d'aujourd'hui, va vouloir découvrir de nouvelles choses, vivre une expérience immersive et en même temps vivre cette expérience aussi avec la réalité superposée, le monde virtuel, le métaverse. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, parce qu'on n'en parle jamais, il ne faut pas oublier les professionnels qui sont les hôteliers, les restaurateurs, les activités touristiques, bref, tout ce qu'on peut connaître, qui eux aussi doivent évoluer, eux aussi doivent se former, doivent apprendre. Et très souvent, j'utilise l'expression nos métiers d'aujourd'hui, nos formations de demain, parce que je pense que le monde du tourisme est en pleine mutation. Tout le monde le dit, c'est vrai, mais aujourd'hui on le vit pleinement. Nous sommes en pleine mutation de la demande, mais aussi de l'offre qui va s'opérer, et des professionnels que nous devons former. Professionnels qui aujourd'hui doivent, indispensablement parler au moins 2 langues, minimum. Tony. Oui. Minimum. Oui, évidemment. Minimum. Avoir une culture générale, puisqu'en fait, le monde du tourisme, l'échange avec l'autre, la rencontre, ça nécessite quelque part des aspects assez sociologiques, quelque part. Et donc, d'avoir une culture générale très ouverte pour pouvoir échanger avec différentes personnes, être intéressant. Et comme je dis souvent aux étudiants, le savoir étant le pouvoir, si vous savez des choses, vous allez attirer les personnes comme des aimants. Et professionnellement, ça va vous positionner comme un acteur incontournable et comme un animateur de réseau, d'entreprise. Voilà. On dit au revoir comme ça maintenant. Voilà, exactement. Voilà, merci pour le zap. C'est la fin de ce grand JT. À demain, évidemment, nous serons là. Canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver. SchoolTV.com, bien entendu même. Vous nous écrivez, on vous répond. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Héloïse Merlin. Laure Edmond au maquillage et Maguette et Agathe Delannoy à la rédaction. Merci à toute l'équipe de School. Ciao.